Bonsoir à tous, donc effectivement je suis Nadia Graille, j'ai 35 ans, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon et bientôt d'une petite fille et je suis consultante et formatrice en amélioration continue et en management. Donc je dis que je suis créatrice de fluidité puisque le but pour moi c'est de créer de la fluidité entre les processus et les personnes. Donc ce soir effectivement on va parler de management bienveillant. Et je vais vous spoiler un petit peu, innovation ou illusion, eh bien, je ne vais pas répondre à la question. Le but ce soir, ça va être de vous faire participer et d'échanger sur le sujet pour que vous puissiez avoir aussi votre propre idée sur le management bienveillant et que vous puissiez répondre vous-même à cette question-là, vous faire votre propre opinion. Alors, je vais vous inviter, avant de commencer, déjà à vous inscrire en scannant le QR code sur le Kahoot, puisque comme ça va être participatif, je vais voilà, vous amener à répondre à un certain nombre de questions. On le fait maintenant, et puis ensuite je passe... je vous fais une petite présentation. Alors, avant de rentrer dans la participation et avant de vous donner la parole, je vais rapidement me présenter. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de management ce soir. Tout simplement parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je suis ingénieure de formation et en fait le management, c'est quelque chose que je pratique depuis le début de ma carrière. J'ai eu de la chance, j'ai commencé tôt, mais en tant qu'ingénieur, en fait, on commence le management par une voie un petit peu détournée qui est le management de projet. Et quand on fait du management de projet, on se rend compte qu'on fait du management de personnes. C'est du management indirect, mais c'est une forme de management. J'ai travaillé dans les entreprises industrielles et j'ai été amenée ensuite à manager des équipes de production. Donc là, je suis montée d'un cran, on va dire, dans les compétences managériales, où je me suis un peu confrontée à la gestion d'équipes directes. Et ensuite, j'ai été responsable supply chain. Donc là, on était sur un process plus complet, management de chaîne de valeur. Donc non seulement une équipe, mais aussi des clients, des fournisseurs. Et depuis 3 ans, je suis chef d'entreprise. Et donc, je manage une entreprise. Donc, c'est un sujet qui est constant pour moi, qui me tient vraiment à cœur. Et quand on parle de management bienveillant, on peut se poser la question, par rapport à tous ces types de management, comment ça prend place et comment ça se développe. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a du management bienveillant à tous les niveaux. J'ai une expérience en management par ces différentes étapes, aussi parce que je suis maman, et que mine de rien, il y a un lien entre la parentalité et le management. Et cette expérience en management, elle est aussi liée au fait que j'ai été managée. Certes, j'ai été responsable d'équipe, mais j'ai aussi été managée. Et ça, c'est une expérience en management. Et peut-être que ce soir, vous pourrez partager la vôtre. Et donc, pour ça, je vais vous donner la parole à travers donc, le Kahoot. Donc, est-ce que tout le monde est encore connecté ? Ah, ça s'est déconnecté, ok. C'est revenu, tout le monde a pu se remettre. Vous avez le droit d'inventer des noms, hein. Tout le monde a quelque chose sur son écran de smartphone? Alors, vous allez utiliser vos smartphones pour jouer. Donc, il va y avoir des questions de sondage, des questions d'opinion et également des questions plutôt sous forme de quiz. Je peux y aller? C'est bon? Alors, c'est parti. La première question, elle me sert surtout à vous positionner pour savoir justement si vous êtes en posture de manager ou de manager. Donc, dans la salle, qui est manager et qui est managé? Donc, vous allez avoir la question qui apparaît sur votre écran. Voilà, vous avez un code couleur, vous avez aussi une symbolique, les triangles et les ronds, et les losanges.
Et quand le temps, vous avez 20 secondes pour répondre, quand le temps est écoulé, on va voir la proportion. Si vous êtes les deux, il est possible de répondre les deux. Vous avez pu cocher les deux normalement si vous êtes les deux. Ça arrive régulièrement qu'on puisse être les deux. Donc on a une majorité de managers. Très bien. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être là pour répondre à la question du management bienveillant. Mais par contre, on va aussi avoir des témoignages. Est-ce que les managers peuvent lever la main? Ok. Merci. Donc, ça sera, je vous donnerai la parole, si vous le souhaitez, pour témoigner aussi sur vos attentes en tant que manager sur le management bienveillant. Autre question, autre sondage d'opinion. J'aimerais bien savoir quel est votre niveau de bienveillance. Donc là, vous avez un petit pins à placer sur l'image, sur votre écran. Alors oui, Disney. Est-ce qu'il y a des Cruella dans la salle? Sachant que le niveau max de bienveillance, c'est Bernard et Bianca, qui font partie de... Ah ah, il n'y a pas de Cruella, a priori. Il y a quand même des chats du Cheshire. Et c'était un peu trop rapide pour vous? Alors, qui n'a pas réussi à... Alors, vous êtes quoi? Plus... On les connaît pas, les icônes. Alors, ah, d'accord. Pardon, c'est vrai, c'est du Disney. Alors, Bernard et Bianca sont le top de la bienveillance. Ils viennent en aide aux enfants en difficulté. Ici, on a Triton, qui est le papa de la petite sirène, qui a une tendance à se mettre en colère assez facilement, mais qui cherche à faire le bien en son royaume et à protéger sa fille. Le chat du Cheshire, qui est dans Alice au Pays des Merveilles, qui donne des réponses à Alice quand elle est perdue, mais qui est assez facétieux. Et Cruella d'Enfer, dans Les Dalmatiens, qui, elle, fait des manteaux de fourrure à base de chiens. Pour vous donner une idée de petits chiots, d'ailleurs. Alors, parmi les gens qui n'ont pas pu voter, est-ce que ça va mieux pour vous positionner sur l'échelle de la bienveillance? Il y a une case avec marqué autre. Alors, Cruella étant, c'est une échelle. Cruella étant, pour moi, le moins bienveillant et Bernard et Bianca étant le plus bienveillant, normalement, vous devriez trouver un positionnement intermédiaire. Voilà. Et là où c'est intéressant, effectivement, c'est que tout le monde n'est pas chez Bernard et Bianca. Et être bienveillant, ça commence aussi par être bienveillant avec soi et peut-être se dire qu'on n'est pas parfait. Et donc, accepter de pouvoir parfois sortir de ses gonds comme peut le faire Triton. Autre question, encore une fois un sondage. Donc là, vous allez avoir plusieurs réponses. Ça concerne le management d'avant. Donc, est-ce que c'était plus facile avant? Est-ce que, selon vous, le management bienveillant s'oppose au management à l'ancienne? Est-ce que, selon vous, on ne devrait plus manager à l'ancienne? Et est-ce qu'on en demande trop aux managers? Choix à réponse multiple ou pas? Oui. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Vous voulez que je change les timings? Je vous redonne... Allez. Je ne sais pas si vous pouvez revoter. C'est pas grave. Il y a une majorité. Oui. Avant, je ne sais pas si on peut les voir avant, mais d'expliquer ce que vous entendez par à l'ancienne. Ah, c'est une bonne question. Oui, exactement. Ça fait partie justement des questions qu'on va pouvoir débattre. Est-ce que quelqu'un a une définition du management à l'ancienne à donner? Parmi les managers, notamment aussi. Management à l'ancienne, pour moi, est très autoritaire.
Ouais, autoritaire, ce sera un synonyme pour vous, d'accord? Très descendant. Très descendant. Ouais. Paternaliste. Paternaliste, ok. C'est quelque chose qui est partagé par l'opinion? Ouais, ça se tient, ok, autoritaire. Donc on peut considérer que c'est une définition qui vous convient à tous et donc que le management à l'ancienne, c'est le management autoritaire. Il est entre guillemets exprès parce que c'est une question de point de vue, effectivement. On n'a pas défini le management bienveillant, par contre. Ça va venir, ne vous inquiétez Les pas. deux, il faut à un moment donné. Ne vous inquiétez pas, tout ne va pas s'arrêter à la fin du caout, on va y venir. C'est une introduction. Alors, hop, le fait que j'ai voulu changer, ça ne fonctionne plus. Reprendre, voilà. Alors, là, je vais vous laisser le temps. Donc là, c'est un petit quiz. C'est un extrait d'une formation en management. La question que je vais vous poser, c'est de quand date cet extrait. Donc pour ceux qui n'arrivent pas, c'est pas forcément facile à lire, je vais vous le lire. Donc cela n'a jamais été facile et beaucoup de cadres semblent trouver que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Une nouvelle génération émerge dans le monde du travail. Les gens avec qui vous travaillez ont probablement des attentes personnelles et professionnelles plus élevées que leurs prédécesseurs. La concurrence force les entreprises à mettre l'accent sur la productivité, la qualité et l'innovation. La nature même du travail est en changement constant à cause des technologies de pointe qui créent de nouvelles perspectives et de nouveaux défis. Beaucoup d'entreprises changent de style de gestion. Les employés participent à des groupes de travail ou d'études, exemple des cercles de qualité. Et pour faire face à tous ces changements, vous devrez développer souplesse, jugement et habileté dans vos relations interpersonnelles. Le programme que vous allez suivre vous aidera à améliorer vos techniques de communication avec les autres et à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Donc la question qui va s'afficher, elle va s'afficher sous forme de frise chronologique et vous allez devoir choisir la date qui, selon vous, correspond à cet extrait. Alors il me semble que ça va des années 73 à 2013. Donc je vous préviens, comme ça vous avez le temps. C'est bon, c'est parti. Donc selon vous, de quand date ce texte ? Alors, on a beaucoup de réponses en 80, on en a beaucoup en 90, et c'est pas loin, vraiment pas mal. 1989, le livret de formation est là. Ça vous donne un indice. Donc, effectivement, on parle de technologie de pointe, on parle de changement, de transition, d'employés qui ont des nouvelles demandes. On parle de nouvelles générations qui émergent avec des nouvelles attentes en 89. Voilà, donc on peut se poser la question de savoir est-ce qu'effectivement on est dans l'innovation quand on parle de management bienveillant. Et je vais vous poser une dernière question. Alors, c'est un nuage de mots, vous avez un peu plus de temps, 30 secondes. Pour vous, la bienveillance, c'est synonyme de quoi? Donc justement, on va pouvoir répondre à la question après, de définir le management bienveillant. Alors, ouverture d'esprit, accompagnement, altruisme, attentionné, dialogue, fluidité, échange, lâcher prise, compréhension. C'est parce que j'ai c'est parce que j'ai la souris dessus. Empathie, écoute, bonheur, ouverture, tolérance, listening,
On est sur une traduction de l'écoute ou c'est encore un autre, c'est un concept plus... C'est de l'écoute, d'accord. De l'amour aussi, de la justesse, d'accord. Donc on est sur des valeurs, des savoir-être. Ok, intéressant. Donc je vais laisser ça afficher un instant. Donc effectivement, la question c'est comment on peut définir la bienveillance, déjà d'une part, et le management bienveillant d'autre part. Est-ce que vous avez une idée de ce que signifie, quand on décompose le mot bienveillance, le mot bienveillance? Donc là, on va retrouver des choses qui correspondent à du respect, de l'altruisme. Donc en fait, le mot, il a deux étymologies. Hop. Il a deux étymologies. Alors, il y a deux camps qui... alors, ils ne s'affrontent pas vraiment, hein, c'est assez cohérent. D'un côté, ce serait issu du latin benevolentia, qui en fait donne la base au mot bénévolat. Donc, c'est la bonne volonté. Et une autre base, ce serait bona vigilantia. Donc, la base du mot vigilance, veille. Donc, bonne vigilance. Donc, on est en fait effectivement sur des notions d'altruisme. Et donc aujourd'hui, la bienveillance, c'est défini comme la capacité ou la motivation à respecter autrui et à chercher à faire le bien pour lui. Donc le parallèle qui peut être fait assez rapidement, c'est de parler de gentillesse quand on parle de bienveillance. Et c'est là où, en termes de management, on commence à avoir des débats parce que manager, c'est pas forcément être gentil tout le temps. Donc on peut faire le lien avec la parentalité bienveillante aussi. C'est pas forcément dire oui à tout. Faire le bien pour autrui, c'est aussi être capable de fixer des limites. Et c'est aussi être capable de dire que le cadre, il est ce qu'il est et que il y a des règles de vie et des règles de fonctionnement. Donc le management bienveillant, il s'inscrit dans l'idée qu'on va veiller au bien d'une équipe, mais que ça ne veut pas forcément dire oui à tout. Donc par rapport au mot-clé que vous avez mis, la justesse, effectivement, fait partie des éléments du management bienveillant. Alors, pourquoi je vous ai fait un petit peu réfléchir sur votre niveau de bienveillance? Tout simplement pour évaluer pourquoi on parle de bienveillance aujourd'hui et pourquoi on parle de management bienveillant. Si on fait un sondage dans les entreprises et qu'on demande aux managers, est-ce que vous êtes plutôt un manager bienveillant? Il n'y a pas grand monde qui va dire, non, moi je suis malveillant. Je suis la Cruella du management. Donc effectivement, c'est pas si facile que ça à mesurer. Et aujourd'hui, la bienveillance, elle est utile et elle est nécessaire parce qu'elle est attendue de la part des managers. Cela dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau? Avec le texte que je vous ai lu, qui date de 1989, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment sur une nouveauté. Donc pourquoi on parle de management bienveillant maintenant? Alors qu'en fait, on se rend compte que dans les formations en management des années 80, 90, c'était déjà à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi c'est un terme qui vient maintenant dans les conversations, dans les attentes? Pas d'idée. Au du marché du travail. Ouais. Oui. Des effets cycliques dans le temps. Du coup, à l'époque, on avait ces problématiques-là. Après, entre-temps, il y a eu des bonnes années, la pandémie est repassée. Du coup, ça refait un cycle, on parle de ça. Pourquoi on se dit que le management à l'ancienne, c'est un management autoritaire, paternaliste, très descendant? Alors oui, il y a peut-être un effet cyclique. Maintenant, effectivement, il y a une tendance, alors on l'attribue au Covid, mais de manière générale, effectivement, ces derniers temps, les salariés, ou en tout cas les personnes managées, n'ont pas forcément leurs attentes qui ont évolué, parce que personne n'a envie de se faire crier dessus depuis 30 ans. Hein, c'est pas parce qu'avant il y avait un management autoritaire que c'était acquis et que c'était accepté.
personne ne trouvait ça agréable d'aller au travail avec un chef qui criait sur les gens. Cela dit, maintenant, on le dit, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils recherchent la qualité de vie au travail, et c'est une tendance. Et donc, aujourd'hui, on exprime les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas envie avant de management bienveillant. Et ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas été utile à un moment donné. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, c'est exprimé. Et aujourd'hui, les entreprises doivent le considérer dans la mise en place de la qualité de vie au travail. Alors, est-ce que quelqu'un ici qui a été managé aurait un témoignage d'un manager qu'il a trouvé bon manager, manager remarquable ou exemplaire? Est-ce que... Oui? Bonjour. J'ai commencé ma carrière avec un manager exceptionnel qui était la directrice générale adjointe de la société. Oui. Petite société, cinquantaine de personnes. Et qu'est-ce que j'ai aimé, moi, alors avec mon œil de junior, j'ai aimé qu'elle soit exigeante avec moi, mais qu'elle sache être aussi là quand j'avais besoin d'elle. C'est-à-dire qu'elle me laisse un certain espace de liberté dans ma fonction pour justement que j'apprenne par moi-même et que je grandisse d'année en année. Mais j'ai aimé aussi savoir qu'elle m'apportait un cadre rassurant. Donc c'était une combinaison de je peux compter sur toi, tu ne m'étouffes pas, et en même temps tu as une certaine exigence qui va me permettre moi aussi de progresser, d'évoluer. Alors merci Noémie. C'était en quelle année? Si je peux me permettre. 1992, non, c'était en 2002. 2002. Donc c'était quand même avant la période Covid et avant qu'on parle de QVCT, de QVT. Donc, effectivement, il y a des managers, des témoignages de managers bienveillants dans les années 2000. Et donc, oui, c'est pas une nouveauté. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on retrouve cette notion de vigilance et d'accompagnement dans le management bienveillant. Alors, si je vous parle de leadership, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que vous faites une différence entre un leader et un manager? Alors, qui fait une différence peut lever la main? Ce n'est pas la même chose pour vous. D'accord, 50% à peu près. Qui a envie de donner une définition ou qu'est-ce que vous différenciez entre un leader et un manager? Est-ce que quelqu'un... Un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un qui va fédérer ses équipes. Ouais. Et un manager? Ça peut être ça. Qui organise, oui. Il y a de ça. Alors. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui te tire et un manager, c'est quelqu'un qui te pousse. Ah ah. Quelqu'un qui te tire et quelqu'un qui te pousse. Intéressant. Alors, tu avais dit organiser, c'est ça? Organisateur. Mais le manager peut être leader. On peut manager. De vision? De quel côté? Côté leader. Puis on peut être leader sans être forcément manager. Tout à fait. Oui, on peut être leader sans être manager. C'est vrai. On peut être leader et mauvais manager. Alors, et du coup, comment on fait? Comment ça se différencie? Comment ça s'organise ça dans une entreprise? En fait, le manager, c'est une fonction, c'est un poste avec des responsabilités associées et du coup des compétences à mettre en place pour déployer, pour réaliser les activités qui sont liées à ce rôle et à ces responsabilités. Donc dans une entreprise, le manager, c'est une fonction. C'est effectivement la personne qui va être en charge de gérer to manage en anglais, c'est gérer
Et donc, effectivement, quand on parle de management de projet, de management d'équipe, de management transversal, on est dans cette notion de gestion. Le leader, eh ben, c'est plus une posture. Ça va être tout un ensemble de savoir-être qui vont permettre d'inspirer, de fédérer, effectivement, de donner une vision, qui vont donner envie à l'équipe de suivre ce leader. Et donc, le leader, il n'est pas forcément manager. Il y a des gens qui sont leaders dans des équipes et qui n'occupent pas forcément la fonction de manager. Et il y a des managers qui ne font pas preuve de leadership. Donc, ils ont la casquette de gestionnaire. Ils ont parfois, souvent, ces compétences-là, parce qu'aujourd'hui, en France, encore, on considère que le management, c'est une promotion. Et donc, on prend le meilleur technicien, la personne qui a le plus de compétences techniques, et on va se dire, bon ben voilà, maintenant, on va le récompenser, on va le mettre à la tête de l'équipe. Et ça peut matcher avec certaines personnes, mais il manque une analyse sur les compétences et les savoir-être qui sont liés au leadership. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, et c'est ça la différence entre le management à l'ancienne et ce qu'on va chercher dans du management bienveillant, c'est qu'on va demander à nos managers d'être leaders. Ce n'était pas forcément demandé avant, du moment que l'équipe était gérée, du moment que les congés étaient gérés, que les projets étaient gérés, c'était suffisant. Aujourd'hui, il faut engager les gens, il faut engager l'équipe, il faut les emmener quelque part, parce que sinon, ils partent. On ne quitte pas une entreprise, on vient pour une entreprise, mais on quitte un manager. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on veut que les deux choses, les deux postures fusionnent et que tous nos managers soient des leaders. Et donc, effectivement, on va mettre sur les épaules des managers un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de postures à devoir assumer. Et parmi ces postures, on vient parler maintenant de management bienveillant. Et donc, la question de est-ce que c'est une innovation, je pense que vous allez pouvoir y répondre maintenant. Est-ce que c'est une illusion? Eh bien, en fait, on va pouvoir en débattre, mais on va se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça à déployer, la bienveillance. Parce que tous ces savoir-être, toutes ces postures-là, certes, ce sont des compétences et elles se développent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, ça se travaille. Et ça se travaille en essayant, en expérimentant, en se trompant. C'est en se plantant qu'on peut pousser, c'est mon expression favorite. Donc, il faut se planter pour pouvoir progresser. C'est ce que Noémie exprimait quand elle disait que sa responsable lui avait donné la possibilité de grandir dans un cadre. Ce cadre, c'est aussi le droit à l'erreur. Et ce droit à l'erreur, il permet de progresser. Et les managers, aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce qu'on leur laisse le droit à l'erreur? Donc, par rapport à la bienveillance, pourquoi on parle de bienveillance aujourd'hui? Donc, moi, je fais 3 constats. D'une part, parce que les managers, ils expriment leurs attentes. Donc, ils disent aujourd'hui, bon, voilà, je reste dans l'entreprise parce que j'y suis bien et parce que je m'entends bien avec mon manager. L'autre constat, c'est que aujourd'hui, les organisations ont aussi pris conscience qu'il existait un cercle vertueux de satisfaction-performance. Donc, on sait que des collaborateurs qui sont bien au travail vont pouvoir être plus performants, vont pouvoir faire plus de qualité, vont être plus attentifs déjà entre collègues et aussi à la qualité du travail délivré et plus engagés pour réussir pour leur équipe et aussi pour toute l'organisation. Donc maintenant, c'est des choses qui sont connues et qui rentrent dans la tête des dirigeants d'entreprise, y compris dans la tête des salauds de patrons. et donc effectivement, à travers toutes ces notions de qualité de vie et conditions de travail, mais aussi la mise en place du management bienveillant, on va chercher à à déployer et à développer ce cercle vertueux. Et le troisième constat, c'est que de plus en plus, la fonction managériale, elle est reconnue. Alors, ce constat, il est en demi-teinte. Il y a encore du boulot. On a parlé de management à l'ancienne. Vous aviez l'air d'être
tous unanimes sur ce que c'était. Donc ça veut dire que vous l'avez tous vécu. Qui n'a pas connu le management autoritaire? Ah, il y a quand même... Alors, un indépendant, c'est ça? Ouais, bon, quand on est seul, on est tranquille. Caroline? Non, j'ai jamais connu ça. Toujours des bonnes expériences managériales? Bah, en tout cas, pas autoritaire. Pas autoritaire. Ok, super. C'est chouette? Bah, c'était ça la question. Oui, c'est tout à fait. Le management par le flou. Mais... Par le flou. Ah. C'est autre chose. D'accord. Et Margot? Pas de management autoritaire. Par contre, des petits ajustements quand même par rapport à vos attentes de manager. Vous pouvez nous partager c'est quoi les attentes? Ou c'est trop Non, c'était indiscret? sur le cadre en fait. Toi, le cadre. Ouais, ce qui s'applique aux uns ne s'applique pas forcément aux autres. Ce flou quoi un peu. D'accord. Donc des règles qui ne sont pas forcément claires et appliquées avec justesse ou justice. D'accord. Bon, ça peut rentrer dans le management à l'ancienne. Effectivement. J'ai connu des managers qui avaient leur petit pôle de préférés, de référents. Ça peut aussi être assimilé à ça. Margot, est-ce qu'il y a une autre caractéristique? J'ai au début, j'ai eu une supérieure qui n'avait jamais été managée. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça coinçait sur pas mal de points en communication. Ok. Oui, intéressant du coup, parce qu'effectivement, il y a cette notion de se mettre à la place d'eux. Quand on parle de bienveillance et quand on parle d'interaction, de relations humaines, à un moment donné, on va forcément être dans la communication. Et la communication, c'est certes dire des choses, mais c'est aussi écouter. Et pour pouvoir bien écouter, il faut être capable de se mettre à la place d'eux. Et donc, quand on n'a jamais été dans un rôle, c'est plus délicat. Mais ça arrive encore. Il y a effectivement des métiers où on recrute des managers qui n'ont pas eu l'opportunité d'être managés. Et donc, cette notion d'expérimentation, puisqu'elle est importante pour monter en compétences, on peut se demander quel est le besoin de passer par la case manager avant de devenir manager. En tout cas, la fonction managériale aujourd'hui, il y a encore du travail. Comme je le disais, le management, on est encore sur une posture de promotion. Je vais récompenser quelqu'un en le nommant manager, mais il y a aussi beaucoup de changements. Il y a beaucoup d'entreprises qui font l'effort de revoir leur grille de compétences pour nommer des personnes à des fonctions managériales. Alors, dans les organisations où la mise en place du management se faisait de manière historique par montée progressive, c'est-à-dire que vous aviez des personnes qui étaient chefs de service, qui arrivaient en retraite, et puis on savait très bien qui allait prendre le relais après parce qu'il avait été pris sous son aile pour monter en compétences techniques. Et donc, 5-6 ans avant, on savait qui allait être le prochain responsable de service. Et bien, dans ces organisations-là, ce n'est pas évident de casser le processus et ce n'est pas forcément compris par tout le monde. Mais effectivement, de plus en plus, c'est quelque chose qui bouge. Donc, les entreprises font l'effort et les managers aussi. Aujourd'hui, il est autorisé de dire non à un poste de management. Il reste encore des progrès à faire, mais on peut dire « je ne me sens pas prêt à manager ». Je connais des personnes qui ont eu des propositions pour devenir manager et qui les ont refusées parce que c'est une fonction qu'il faut assumer. On demande d'être leader manager, on va demander d'assumer un certain nombre de responsabilités, de développer un certain nombre de postures, parfois avec accompagnement, parfois pas. Et donc aujourd'hui, les managers savent reconnaître le fait que peut-être ce n'est pas leur place et qu'ils ont envie de rester soit dans le poste dans lequel ils sont ou d'obtenir d'autres évolutions. Mais ce n'est plus autant une évidence. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont refusé des postes de management? Ouais. Donc ça commence. C'est timide, mais ça commence, effectivement.
Donc aujourd'hui, on admet que les managers peuvent ne pas être à l'aise dans leur posture, dans leur fonction. Et puis, on admet aussi que le manager peut ne pas assumer son rôle à plein temps. Alors, je m'explique. Je vous ai mis une image ici d'oiseaux migrateurs. Je crois qu'ils sont migrateurs. Ils volent en V. J'aime bien cette image pour parler de leadership. Quand on regarde des oiseaux migrateurs, on se dit qu'il y a un leader. Il y en a un qui amène le reste de la troupe, je ne sais pas comment on dit, vers un horizon lointain. Il a une boussole, il connaît la route, il sait où il va. Il guide le groupe. Est-ce que c'est toujours le même oiseau qui reste devant? Alors, au bout d'un moment, il fatigue, parce que c'est plus fatigant quand même d'être devant. Et donc cet oiseau-là, il n'a pas de mal, quand il est fatigué, à revenir derrière et à laisser sa place à un autre oiseau, à un autre leader. Et il ne va pas remettre en cause la direction. Il ne va pas dire non, là, moi j'aurais tourné un peu plus tôt. Non, l'oiseau, il suit, il rentre dans le V et c'est un nouveau leader qui prend le guidage et il n'y a pas de remise en question. Donc effectivement, bon là on n'est pas sur des fonctions managériales, on est chez les oiseaux, mais cette notion de leadership, c'est aussi ça, cette capacité à revenir dans le groupe et à ne pas être tout le temps devant. Donc quand on dit que le manager est quelqu'un qui pousse, le leader aussi est capable de pousser et d'être là en support pour faire grandir, pour accompagner, est capable de se mettre en arrière-plan pour mettre en avant d'autres leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui va avoir envie de développer, de faire grandir d'autres leaders. Il faut voir ça comme un jardinier avec des petites pousses qu'il a envie de faire grandir. Ça, c'est effectivement l'image idéale. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est beaucoup d'injonctions, c'est beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à assumer pour les managers. Et donc, cette notion de droit à l'erreur, cette notion de bienveillance, bah, c'est peut-être intéressant de se l'appliquer à soi-même et de se dire, bon, j'ai le droit, en tant que manager, de me planter. Et de communiquer avec ses équipes aussi, pour pouvoir dire, je suis humain, et je peux aussi me tromper. Et je peux aussi prendre la mauvaise décision à un moment donné. Et la prochaine fois, on fera mieux. On apprend de nos erreurs. Et comme c'est une compétence qui se développe, de toute façon, c'est en apprenant de nos erreurs. Donc le manager, il a aussi le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qui doit encore faire du chemin dans les organisations, qui doit encore être reconnu. Alors, un dernier point, et après, je vais pouvoir vous donner la parole. L'idée du management bienveillant, je vous ai parlé de QVCT, QVT, c'est d'alimenter ce fameux cercle satisfaction-performance. Ce cercle, pour moi, il est constitué, il gravite autour d'un triangle, il est constitué de 3 piliers, le savoir, le pouvoir et le vouloir. Le savoir, c'est quoi? C'est les compétences, c'est les rôles, les tâches, les responsabilités, les procédures. C'est le cadre, le fameux cadre qui permet de donner des informations à tout le monde sur qu'est-ce qu'on attend de vous, que vous soyez manager ou manager, qu'est-ce que l'organisation attend de vous, qu'est-ce qu'on attend de vous dans l'équipe et qu'est-ce qu'on attend de vous à titre individuel. Le fait de donner ces informations-là, c'est une première étape pour le bien-être au travail. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une organisation dans laquelle on ne sait pas vraiment qui est responsable de quoi et pourquoi on doit faire les choses et où se trouve le sens. Donc la première base, en fait, de la mise en place du management, c'est de poser le cadre, poser les choses et de clarifier les rôles et tâches. Le deuxième levier, c'est le vouloir. Donc là, on est sur la motivation intrinsèque des personnes. Est-ce que les personnes sont engagées? Oui, non. Mais cette motivation, certes, elle dépend en partie des personnes, mais elle dépend quand même en grande partie de l'environnement de travail. J'ai envie de venir travailler, pourquoi? Parce que je me sens attendue dans une équipe. Je me sens, certes, il y a un environnement de travail qui est sympa. Donc effectivement, ici, par exemple, l'environnement de travail est super chouette. Mais si les collègues ne sont pas super chouettes, je n'ai pas forcément envie de venir. Et si le patron n'est pas super chouette, je n'ai pas forcément envie de venir. Donc c'est un tout.
c'est l'environnement de travail complet qui fait qu'on a envie de venir travailler et qu'on l'exprime aujourd'hui. Donc la différence peut-être, ce sera peut-être aux nouvelles générations de nous confirmer ça, la différence entre ce qu'on appelle les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et les autres, c'est qu'elles l'expriment. Avant, on avait quand même besoin de sens au travail. On avait quand même besoin de savoir pourquoi on était là. Par contre, on l'exprimait moins. Aujourd'hui, les jeunes, je suis encore un petit peu jeune, mais je suis passée un peu de l'autre côté, les jeunes savent ce qu'ils veulent et surtout, ils savent le dire. Ils savent se faire entendre. Et ça, c'est important. Et du coup, le troisième levier, c'est le pouvoir. Donc, les leviers de la performance. Savoir, vouloir, pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est les moyens qu'on va donner, qu'ils soient matériels ou des moyens de monter en compétences. C'est la légitimité. Ça, c'est un élément important. Parce que vous pouvez décider de donner un rôle à quelqu'un. Vous pouvez clarifier vos rôles et tâches, décider de donner un rôle à quelqu'un. Si ce rôle n'est pas annoncé et s'il n'est pas légitimé dans l'organisation, à un moment donné, ça va coincer. La personne ne pourra pas l'assumer. Donc la légitimité, c'est un moyen de mettre en place le savoir. Et ça, c'est donné par le management. Donc le rôle du manager, il est là. Il est d'agir sur le pouvoir et il est aussi d'agir sur l'environnement de travail. Donc ce cercle, du coup, satisfaction, performance, il est alimenté par des bases solides, des moyens pour mettre en œuvre ces bases et un environnement de travail qui va permettre de développer tout ça. Ça vous parle? Ok. Donc, sur le papier, management bienveillant, c'est simple. Dans les faits, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est si simple que ça? Comment ça se met en place? Ah! Est-ce que la bienveillance, c'est quelque chose qu'on peut décréter? Est-ce qu'on peut dire demain, allez, tous mes managers vont être bienveillants, je les envoie en formation? Formation bienveillance. Non, après, c'est quelque chose. Pour accueillir la confiance des managers, oui. Faut prouver qu'on va être bienveillant. C'est pas juste dire demain je vais être bienveillant une semaine, c'est bien. Mais être bienveillant sur les années qui viennent, c'est autre chose. En tant que manager, ce serait quoi un comportement observable de manager bienveillant? Un exemple parmi d'autres. Un exemple, être à l'écoute des problématiques que ces managers peuvent faire remonter, oui. Que ce soit intercollègues, même que ce soit justement avec le rapport manager-manager, arriver à pouvoir parler et à faire des check-ups comme ça justement au fur et à mesure. Donc une écoute régulière. Ok. Donc par rapport aux mots-clés que vous avez indiqués, on retrouve ça. Je suppose que c'est les comportements qui sont attendus quand on parle de management bienveillant. Alors, il y a amour et bonheur pour la bienveillance. Non, alors, oui, quand on parle de bienveillance, ça peut tout à fait, surtout quand on est sur l'étymologie qui va vers la bénévolence. Dans le cadre du travail, évidemment, c'est pas ce qu'on va rechercher. Mais cela dit, pour le mot bienveillance, c'est tout à fait valable. Un manager bienveillant, effectivement, ça va être quelqu'un qui va être à l'écoute, ça va être quelqu'un qui va être ouvert. On a parlé de justesse, on a parlé de respect. Ce sont des savoir-être qui se développent, notamment en formation. Maintenant, c'est une posture, la bienveillance. Et c'est une posture qui se travaille les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, le formater et le rendre bienveillant, comme ça. Même si la personne, elle est formée et qu'elle va pratiquer, elle ne va pas pratiquer toute seule. Et si elle fait face à des comportements face à elle qui ne sont pas bienveillants, à un moment donné, elle va se heurter à un obstacle. Donc en fait, la bienveillance, elle se travaille à travers toute l'organisation. Et là, on va rentrer dans les thématiques d'accompagnement au changement, de volonté de changement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être une volonté de toute l'organisation de mettre en place cet environnement bienveillant. Et c'est là où, en fait, c'est pas si facile que ça,
parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « Allez, management bienveillant, on y va ». Vous avez peut-être entendu parler de leadership positif, de happiness management. Voilà. Il y a plein de mots, il y a plein de concepts. Slow management. Il y a plein de concepts. C'est bien les concepts. Mais finalement, qu'est-ce qui compte? C'est de le dire ou c'est de le vivre? C'est de faire. Voilà. Donc, c'est bien de dire ce qu'on fait, mais c'est aussi bien de faire ce qu'on dit. Et donc, effectivement, c'est bien de former des managers à la bienveillance, mais au départ, c'est quelque chose qui doit se vivre dans toute l'organisation, et ça commence par la direction. Donc, les salauds de patrons, les salauds de patrons, alors là, on est dans le second degré, et justement, il y a une forme de bienveillance là-dedans, de pouvoir dire, en fait, je ne suis pas parfait, mais j'essaye. Et j'essaye de faire les choses pour que mon équipe, elle se sente bien. Ça commence par là. Oui? Je me permets, j'ai une question en vous écoutant et en regardant cet écran. Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup des valeurs, des savoir-être qui sont sur cet écran sont quand même directement liées à l'éducation reçue et aux valeurs intrinsèques de l'humain qu'on a en face de soi, et que pour être un petit peu cash, un connard reste un connard après des années de formation. Oui. Un connard formé, comme dit monsieur, mais un connard quand même. Et donc, je m'interroge quand même sur... alors, j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que en 22 ans de carrière, j'ai pu constater que beaucoup de formations, peut-être qu'elles n'étaient pas efficaces ou pas bonnes, n'avaient pas beaucoup d'impact sur la bienveillance qu'on voulait atteindre en envoyant des gens justement pas bienveillants, quoi. Alors, il y a un terreau, si on reste sur le thème du jardinage. Effectivement, l'éducation qu'on reçoit va nous amener un certain nombre de savoir-être. N'empêche qu'une compétence, ça se travaille et ça se développe. Donc, oui, il est possible de transformer un connard à condition qu'il le veuille. La première chose, quand on parle d'apprentissage, c'est la volonté d'apprendre. Alors pour moi, c'est un prérequis dans mes formations. On n'a pas le droit de venir. On a le droit de venir, mais on a le droit de repartir surtout, si on n'a pas envie d'être là. C'est-à-dire qu'en formation management, je ne reçois pas les personnes qui sont envoyées de force. Ça ne marche pas. On ne peut pas apprendre si on n'a pas envie d'apprendre. Donc la volonté d'apprentissage et la volonté de changement, c'est le premier critère, effectivement. Et donc, ce fameux connard, s'il a la volonté d'apprendre... Ça peut être une connasse, hein, parce que non, alors... On ne va pas faire de l'écriture inclusive à l'oral, mais effectivement, cette personne malveillante, ou ce manager toxique, on va peut-être pouvoir le nommer comme ça, effectivement, si c'est une personne qui est dans une posture avec la volonté d'apprendre, c'est que c'est une personne qui est peut-être sur un chemin de remise en question. Donc là, les choses ne sont pas perdues, ça peut arriver. Mais par contre, effectivement, en fait, la mise en place, le développement des savoir-être, ça passe par un travail sur soi. Et la première chose, quand on va travailler sur les savoir-être, ça va être la volonté d'apprendre et la capacité à se remettre en question. Et le chemin, il peut être long. Effectivement, on peut participer à une première formation et à ne pas réussir à mettre en œuvre parce qu'on n'arrive pas à prendre suffisamment de recul par rapport à les choses qu'on a appris et qu'on aimerait mettre en place sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer et expérimenter et essayer et se remettre en cause régulièrement. Et ça, il y a des gens qui arrivent à le faire seuls, il y a des gens qui ont besoin d'être guidés pour ça. Il y a des gens qui vont avoir besoin de formation collective et d'autres qui vont avoir besoin d'un accompagnement individuel. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Il y en a. À partir du moment où une direction, un patron, décide que la bienveillance fait partie de ses valeurs et qu'il souhaite vraiment la faire infuser, la théorie, c'est quoi? C'est que
à titre de bienveillance, lorsque j'évalue les compétences de mon équipe et que je fais l'état des lieux, si je constate qu'il y a une personne qui n'a pas les compétences requises pour être mon leader bienveillant, qu'est-ce que je fais? C'est pour le bien de qui que je le fais? De toute l'équipe et de la personne qui n'est peut-être pas à sa place. Donc, à un moment, effectivement, à partir du moment où on s'engage dans ce genre de démarche, la bienveillance, c'est aussi la capacité à prendre des décisions qui peuvent être difficiles, mais derrière, c'est dans une intention qui est bonne. On ne vire pas la personne pour la virer. Il y a quand même une base, il y a quand même un critère qui est la compétence. Par contre, ça demande à être clair sur ce qu'on attend en termes de compétences et ça demande à formuler aussi clairement. Si vous mettez sur une grille RH bienveillance comme compétence, ça va être compliqué à évaluer. Donc après, effectivement, c'est tout un débat sur comment on met en place l'évaluation des savoir-être en entreprise. Ça, je pense que ça peut faire l'objet d'une conférence à part entière. Je ne sais pas s'il y a des RH dans la salle, mais effectivement, l'évaluation des compétences, des savoir-être, ça demande une analyse et ça demande la mise en place de critères qui soient clairs. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette notion de bienveillance? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Oui. Moi, je le comparerais avec l'écologie. Ça Ok. fait des années qu'on nous en parle. Comme pour l'écologie, depuis les années 70, c'est 89. Oui. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a toujours des connards ou des complotistes qui vont remettre en cause les scientifiques. Là, c'est un peu pareil. Il y aura toujours un manager qui va tout bousiller. Alors, je reste quand même optimiste. Hein, Oui, il y aura toujours, je sais pas. Oui. J'ai peur que ce soit vain. Et qu'on rame souvent à contresens, comme pour l'écologie. Ok. Donc l'impression, c'est qu'aujourd'hui, c'est une illusion plutôt, du coup? Alors, c'est une illusion positive. C'est un objectif. Il y a un Donald Trump dans la salle. Pour mettre un petit bâton dans le roulement. Oui, alors la Terre est peuplée d'êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts. Et effectivement, on ne peut pas cocher toutes les cases et être parfait sur tout. Donc il y aura effectivement toujours des personnes qui ne sont pas dans peut-être l'idéal de bienveillance qu'on peut viser. Après, vous vous êtes pas tous mis sur Bernard et Bianca quand on a fait le sondage. Donc j'ai l'impression qu'on est tous conscients qu'on peut viser un idéal et on peut aussi être indulgent avec soi-même et indulgent avec les autres et se donner le droit un peu à un petit écart, à une erreur de temps en temps. Ce qui compte dans le mot bienveillance, en fait, ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. Maintenant, par rapport à, je ne suis pas assez calée en écologie pour savoir si on peut faire le parallèle. Mais pour le coup, mon point de vue à moi, en tout cas, par rapport aux personnes que je vois en formation et aux entreprises avec qui je travaille pour les formations, c'est qu'il y a quand même une vraie envie de changer et une vraie envie d'avoir des managers leaders qui vont développer de l'empathie et qui vont être capables d'être réellement à l'écoute de leur équipe et pas juste de pouvoir cocher la case de bienveillance sur le papier. Mais Alors, comme pour l'écologie, demandez ici, tout le monde est d'accord pour l'écologie. On est d'accord? Maintenant, tout le monde prend sa voiture, tout le monde va acheter un jean, tout le monde... Et voilà. Et on aura toujours un Total, on aura toujours une banque qui va nous foutre encore plus que nous. Voilà. Bon, je suis désolé pour... on pourra faire une seconde conférence après sur la partie écologique. C'est peut-être une question de positionnement et d'optimiste. Je suis optimiste. Oui. Vous n'avez pas tellement parlé de génération. Oui. Entre les boomers qui étaient plutôt autoritaires, paternalistes, les X qui étaient plutôt soumis et maintenant les Y et pour les autres qui se laissent rien dire.
Ça va être difficile le management bientôt, non? Alors, vous vous mettez dans quelle catégorie de génération? X. Et donc, vous avez dit génération X, c'était ceux qui sont soumis. D'accord. D'accord. On les appelle comme ça, la génération sacrifiée. Vous êtes manager ou manager? Les deux. Les deux. Des actionnaires et en dessous, j'ai des salariés. Ok. Et dans la posture de... Je vais enfoncer le clou. Tout à l'heure, vous avez dit, le manager, quand ça ne va pas, c'est pour le bien de l'équipe, on dire. Je ne trouve pas ça bienveillant, parce que ce qui serait bien, c'est de voir le manager et dire pourquoi tu as agi comme ça. Alors, on est allé vite à la conclusion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire entre-temps, évidemment. Là, on a parlé d'un cas où la personne, elle n'a pas envie de se former, elle n'a pas envie de progresser, elle n'a pas envie de se remettre en question. Évidemment, il faut essayer de répondre à ces questions-là avant. Bien sûr, on a été un petit peu au raccourci. Maintenant, pour revenir à la question de génération, donc vous vous mettez dans la catégorie génération X de soumis. Est-ce que c'est une position qui vous... cette position cette posture de manager soumis, comment ça se caractérise au quotidien? Est-ce que c'est... ça veut dire quoi? Ah. Quand même. Donc, né à la base, je suis de management autoritaire. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, tout le temps. Et c'était OK? Pardon? C'était OK? C'était OK? C'était quelque chose de normal et de... C'était la force des choses. Dire à vos parents que vous voulez faire autre chose que des études dans les années 80. Oui, et en termes de bien-être, du coup, dans l'organisation, dans l'entreprise, vous étiez plutôt si on devait mettre en place une échelle de 0 à 10. L'entreprise m'a permis de m'épanouir. Si vous me parlez de souffrance, je dirais plutôt l'école. D'accord. Ok. Mais le fait d'être managé n'a pas été une souffrance, même si c'était autoritaire. Non, j'étais habitué à ça. Bon, ça veut dire quoi, habitué à ça? Par l'école? Mais vraiment, je veux dire, là aujourd'hui, je dirige une petite équipe. Au-dessus de moi, j'ai des associés bienveillants. On peut dire ça. Aujourd'hui, je ne peux pas agir de la même manière avec mes salariés qu'on a agi avec moi. Oui, bien sûr. Et je pense que pour mes salariés qui ont 24, 25 ans aujourd'hui, quand ils vont voir arriver les prochains, ça va être dur. Alors, oui et non. Comme je vous le lisais dans le texte, en fait, déjà dans les années 89, ils nous disaient « Ouh là là, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont des exigences, et il va falloir s'adapter. » Donc, effectivement, c'est cyclique, comme le disait monsieur, cette notion de se dire « Il y a une nouvelle génération qui arrive, et il va falloir s'adapter. » Je ne suis pas allée sur comment on manage cette nouvelle génération. Je suis allée plutôt sur les besoins des personnes qui sont managées. Et en fait, ces besoins-là, quelle que soit l'époque, ils n'ont pas vraiment changé. Ce que je dis, le besoin... 2000, justement, pyramide de Maslow inversée. Et si vous n'intégrez pas ça dans le management, vous êtes perdu. Aujourd'hui, les jeunes, donc si vous voulez la nouvelle génération, la Gen Z, ou voilà, les différents noms qu'on leur donne, on dit qu'ils attendent effectivement un management bienveillant, décomplexé, qu'ils attendent plus de responsabilités, plus de communication. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait donné ça aux générations en place, elles n'en auraient pas rien fait. Elles n'auraient pas craché dessus en disant « j'en veux pas ». Je ne veux pas plus d'autonomie, je ne veux pas qu'on soit bienveillant avec moi. J'ai envie qu'on me tape dessus et qu'on soit autoritaire. Donc la différence, est-ce qu'elle est vraiment sur le besoin ou sur la façon de l'exprimer? Peut-être que c'est une génération qui n'imaginait pas que c'était possible, mais pour autant qui ne le vivait pas très bien. Et en parallèle de ça, j'ai énormément de témoignages de personnes qui ont connu des managers, même dans les années 60, 70, 80, ils me disent « ça, c'était un bon chef ». Et quand on leur pose la question, c'était quoi un bon chef pour toi? Il était juste, il était à l'écoute. Tous les matins, il faisait le tour de l'usine. Il serrait la main, il connaissait les noms des gens. C'est pas du management bienveillant, ça?
Donc, est-ce que la nouvelle génération a des attentes différentes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une personne de la génération Z qui a envie de témoigner sur ses attentes en termes de management? Y a-t-il des jeunes dans la salle? Ou sommes-nous tous entre boomers? C'est bon. Alors, oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une personne de moins de 25 ans qui a envie alors, je suis désolée, Nico. Qui a envie de témoigner de ses attentes sans jugement, hein, puisque le débat est ouvert. Ah, allez. Margot, 27. Allez, les moins de 30, on va élargir à moins de 30 ans. Oui. Et donc, très bien. Et donc, le jour où tu seras sur le marché du travail, qu'est-ce que tu aimerais trouver? Justement, alors, ce que vous disiez, qu'il y ait une certaine confiance et une communication qui soit claire. Oui. Et qu'on puisse me faire confiance sans remettre en cause ou quoi. Tant que les capacités sont là et que les compétences sont observées, qu'on me fasse confiance et que ça puisse continuer dans un bon chemin. D'accord. De la confiance, de l'écoute. Ok. La communication. Est-ce que c'est des attentes qui sont très différentes de ce qu'on pouvait... Est-ce que, du coup, une personne de la génération X ou de la génération... Parce qu'on a des boomers qui... Je crois qu'il y a des priorités, il y a un curseur qui est complètement ailleurs aujourd'hui. Notamment financier, on entend des jeunes qui n'ont pas besoin de gagner 5 000 €. Oui. Ils vont préférer un choix qui fait du sens. Le sens par rapport à l'entreprise, ce qu'elle fait, ce qu'elle va produire, et par ailleurs aussi sur la forme. La forme, on rejoint effectivement la communication, la valorisation, la possibilité de se développer et tout ça. Il y a quand même un curseur qui est quand même sur les priorités, je pense, des jeunes générations qui est révolutionnaire. Mais là, on parle de management, on ne parle pas de choix de l'entreprise au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand j'ai trouvé vers quelle voie j'avais envie de travailler dans une entreprise qui fait du sens pour moi, à choix équivalent, est-ce que je vais aller vers un management où je me sens entendue, écoutée où il y a de la communication, ou est-ce que je vais aller vers un management très autoritaire? Et est-ce que les générations précédentes, si elles avaient eu ces choix-là, elles l'auraient fait sur la même base, en fait? Donc effectivement, il y a d'autres priorités dans le choix aujourd'hui du travail. Maintenant, quand on parle de management, en fait, on ne choisit pas son manager au moment où on postule. On ne sait pas. C'est rare. On s'en rend compte une fois qu'on est dans l'entreprise. Alors, ouais. Une entreprise franco-allemande, alors en Allemagne, je pense qu'ils sont un peu plus avancés sur le sujet. Quand ils recrutent des personnes, il y en a 2, 3 sur lesquelles ils hésitent et ils les invitent à passer, alors pas tous ensemble, une demi-journée pour voir aussi où ils sont, etc. Et nous, on commence à le faire dans la filiale française. D'accord. Une personne ou 2 personnes ont aussi le droit de venir dans l'entreprise, voir à quoi ça tend. Donc au moment du recrutement, vous donnez la possibilité à la personne d'avoir une phase de vie, d'immersion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le recruteur est plus autant en position de force qu'avant. Oui. Et du coup, il y a aussi plus cette séduction Donc vous donnez la possibilité de tester le management, voilà. pour que ça puisse rentrer dans un critère de choix. Mais les choses évoluent doucement. Oui. Je trouve qu'elles évoluent quand même. Elles évoluent, d'accord. En faveur des recrutés, alors qu'avant c'était plus si ça ne lui plaît pas, il va voir ailleurs. Oui, bien sûr, le marché du travail a changé, il est beaucoup plus tendu et donc effectivement aujourd'hui c'est aux entreprises de montrer qu'elles mettent en place les conditions pour accueillir la nouvelle génération. Par rapport, oui. La faiblesse de croire que c'est par conviction, c'est pas seulement parce que le marché du travail est tendu, mais de plus en plus les managers, les dirigeants, chefs d'entreprise se rendent compte du bien fondé. Et qu'en fait, moi je vais parler de lâcher prise, et là je pense qu'en fait si on déploie, si on délègue davantage, c'est beaucoup plus d'énergie qui vont être à disposition de l'entreprise, sa performance elle va être en mode croissant. Donc c'est pas tellement évident. C'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ça.
Ça fait partie des constats où effectivement les entreprises ont pris conscience que la satisfaction nourrit la performance. Oui. Après, on peut se dire que sur 100% d'entreprises, il y a une partie aujourd'hui encore qui fait plus de communication que d'action. Mais effectivement, c'est en mettant les choses petit à petit en place que ça va changer. Et donc, effectivement, il y a des entreprises qui le font par vraie volonté de changement. Oui, il y a des choses qui bougent. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner de son expérience en tant que manager ou manager? Alors moi, je suis devenue manager un peu par la force des choses, parce que j'occupais le poste toute seule, création de poste, donc après j'ai eu une équipe, etc. Et en fait, j'ai toujours été sur des créations de postes et j'ai moi-même jamais été managée parce que mes managers n'étaient jamais manageants. Et D'accord. Ça a été pas compliqué, mais je me suis retrouvée, j'avais pas d'exemple quoi faire avec mes à manager, quoi. Alors c'est vrai qu'après avec le bon sens, etc., on y arrive, mais je trouve que c'est pas une position facile. Quand même. D'accord. Surtout qu'on n'a pas de retour non plus dessus. Donc finalement, ce cadre, moi je l'ai jamais eu et je comprends ceux qui disent en avoir besoin, parce que moi c'est ce que j'essaie vraiment de donner pour avoir été à la place d'eux. Oui. À mes équipes, parce que je sais que sinon on est paumé, quoi. Donc, vous étiez dans la posture de manager dans le sens où vous aviez une hiérarchie, mais par contre, vous n'êtes pas senti manager parce qu'il n'y avait pas ce cadre. Non, c'est vrai qu'à ma sortie d'études, moi, c'était peut-être illusoire, mais j'avais l'impression que je serais dans un poste où on allait m'apprendre à travailler, me montrer des choses, me donner un cadre, et je ne l'ai jamais eu. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui j'en suis où je suis. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile en fait, parce que je trouve que quand on arrive sur le marché du travail, on s'attend à avoir ce cadre rassurant, ce cap, ce leadership, on va là, parce qu'on en a besoin en fait quand on débute. Et je trouve que dans trop d'entreprises, les gens sont jetés en fait et livrés à eux-mêmes. Oui. Alors, je me permets de reformuler peut-être pour tout le monde qui n'a pas forcément entendu. Mais donc, votre expérience à vous, c'est que finalement, quand on est nommé manager, on n'est pas forcément accompagné. Et puis, en plus, si on n'a pas d'exemple à suivre ou si on n'a pas eu d'expérience qu'on a envie de retranscrire, c'est pas évident à mettre en place. Alors oui, c'est le constat qu'on fait encore beaucoup, malheureusement. En tant que formatrice, moi je vois, alors aujourd'hui j'ai beaucoup de nouveaux managers, par contre j'ai rarement d'anciens managers qui viennent remettre en cause leur pratique parce qu'ils n'ont jamais eu de formation. Et en fait, c'est très complexe d'envoyer en formation un manager qui est déjà en poste parce qu'on se dit que c'est remettre en question ses compétences et sa légitimité. Et si la personne qui est en poste ne fait pas la demande elle-même, c'est rarement l'organisation qui va l'envoyer. Sauf s'il y a un problème qui remonte. Et bon, avec les nouvelles générations, les problèmes remontent. Mais effectivement, l'accompagnement au management, c'est une vraie question. Et pour le coup, voilà, je suis formatrice, donc je suis plutôt du côté du développement de la compétence et de l'accompagnement parce que ce soit sur la partie gestion, la partie organisationnelle ou sur la posture et le savoir-être, il y a des compétences à développer, à acquérir et on ne peut pas s'attendre à ce que les gens ils les aient toutes comme ça dès le départ. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui apprenait, qui arrivait à apprendre seul et à vous remettre en question et ça ne va pas forcément se voir. Mais vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui vont se retrouver en situation de souffrance à un poste managérial parce qu'elles ne vont pas réussir à mettre en place les choses d'elles-mêmes. Elles vont se sentir abandonnées de leur hiérarchie et donc elles vont faire payer ça à l'équipe en dessous, de manière consciente ou inconsciente. Et c'est comme ça aussi qu'on a la mise en place de management autoritaire. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile à déconstruire parce que ça veut dire, pour la personne qui est en poste, assumer le fait que pendant des années, elle a pu ne pas faire bien, l'accepter et accepter de voir les choses différemment. Après, je rejoins ce que vous disiez, j'ai oublié votre prénom, mais c'est vrai que du
coup, je pense qu'il y a quand même une base, en fait. Si on est un connard ou une connasse, dans cette situation, on restera, en fait. Ce que disait Noémie par rapport au... Le résumé en une phrase, c'est que, enfin, ce que je fais comme constat, c'est que avec tous les managers que j'ai pu avoir, et moi-même en tant que manager, je pense que si on n'aime pas les gens, oui. si on n'aime pas l'autre, on ne peut pas être bon manager. Oui. Aujourd'hui, avec la superposition de ça... C'est d'aimer les gens, en fait, parce qu'on on les aime, donc on a envie de les faire progresser, donc on a envie de les fédérer, donc indépendamment de la différence entre leader et manager. Et l'an dernier, moi, je travaillais chez les Allemands. On m'a recruté parce qu'ils avaient besoin d'un profil pour reprendre une équipe en place qui avait une expérience d'entrepreneur. Très bien. J'ai rejoint cette équipe, j'ai retrouvé une équipe brisée qui sortait pour pleurer, donc on en était là, hein, avec une manager qui était dans la société depuis 17 ans, qui était devenue manager, comme vous l'avez dit, par promotion, ouais. Une promotion, qui n'aimait pas manager, clairement, et qui avait un énorme défaut. Je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. C'est que pour moi, un bon manager, il a l'immense responsabilité du bien-être de son équipe, et ça commence par absorber la pression qu'il reçoit lui de sa hiérarchie. Et il y a tellement de managers, et j'ai fait le constat dans plein de types de boîtes, et pas uniquement allemandes, où le manager n'est absolument pas capable d'absorber la pression. Il va prendre la pression, et derrière, ça va être je redégueule tout sur les équipes, décuplé évidemment. Donc du coup, il y a un cercle infernal qui s'installe. Et même si la personne n'est pas foncièrement méchante, parce qu'on a parlé de gens en opposition, eh ben, c'est très compliqué derrière oui. D'instaurer un climat où on va bien veiller et surtout de demander aux équipes d'être là quand on a besoin d'elles. Oui. Alors, donc c'est ça, c'est le fait d'avoir des personnes qui sont en souffrance parce qu'elles ne sont pas forcément à la bonne place, parce qu'on a identifié peut-être pas les bonnes compétences pour mettre ces personnes-là à cet endroit-là. Et donc, oui, alors aimer les gens, on ne peut pas dans une grille de compétences, on ne peut pas le formuler de cette façon, mais c'est cette notion d'empathie, cette capacité à communiquer. Et donc ça, c'est des critères qu'on peut poser avant de nommer quelqu'un manager. Par contre, effectivement, ça demande à ce que ça soit clarifié dans une organisation pour pouvoir dire quand est-ce qu'on va proposer à quelqu'un de devenir manager, sur quels critères. Et parmi ces critères, il va y avoir ces savoir-être qui permettent d'éviter d'avoir une personne qui n'est pas à sa place et qui va être en souffrance et qui va faire redescendre cette souffrance sur l'équipe. Donc ça, c'est un premier point. La question, c'est qu'en 17 ans où cette manager était en place, avec de la pression qui venait d'au-dessus, du coup, elle était aussi managée. Était-elle managée avec bienveillance aussi? Aucunement. Et d'ailleurs, il y a un turnover, les gens restent environ 6 mois, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pris une équipe et des claques et je me suis tirée. Voilà. Donc, en laissant une équipe à nouveau brisée. Oui. Mais cette notion, et c'est là où du coup, cette notion de management bienveillant, elle ne prend sens que dans une organisation qui va chercher à mettre en place la bienveillance à tous les niveaux. Et cette volonté de changement, elle commence tout en haut. Si vous avez une direction qui n'est pas convaincue du bien fondé de la bienveillance, à un moment donné, elle ne va pas la pratiquer et ça va finir par cascader d'une manière ou d'une autre. Par les mauvais choix de nomination, par des mauvaises identifications de compétences, par un style de management qui ne va pas être bienveillant à travers les différentes strates. Et donc, même si vous avez sur le terrain des managers hyper bienveillants, si eux-mêmes ne sont pas managés avec cette bienveillance, ils vont finir par partir ou par craquer ou par tourner aussi, parce que sous la pression, on finit par faire redescendre les choses. Mais comment vous expliquez qu'il y a 20-30 ans, on avait des grands patrons qui avaient des grandes valeurs et qui étaient souvent très inspirants.
Et aujourd'hui, moi j'ai besoin, je suis dans la génération make my boss happy, et il faut que j'admire mon boss pour me donner à 100%. Je pense que. Mais aujourd'hui, donc il y avait cette certaine. Enfin, il y avait pour moi plus de valeurs, de belles valeurs tout en haut de l'entreprise. Et pourtant, c'était un peu la cata, c'était plus la cata en dessous. Aujourd'hui, on a des grands patrons qui n'ont pas forcément des valeurs topissimes. Et en revanche, derrière, on essaye d'avoir... Alors, on essaye d'insuffler. De quelle taille d'entreprise on parle? Là, je suis sur plutôt de la grande entreprise. Oui. Parce que là, on est sur des généralités, on est d'accord, hein, on est en train de faire des généralités. Il y a quand même des chefs d'entreprise qui ont des valeurs aujourd'hui et qui arrivent à les retransmettre. Et même de plutôt grandes entreprises. Après, il y a quand même un phénomène. Alors moi, j'ai surtout travaillé dans des grands groupes. Et le constat que j'ai fait, mais je ne sais pas si en partant du particulier, on peut faire un cas général, mais c'est qu'à partir du moment où l'actionnariat se mettait en place et la course au profit se mettait en place, on avait une perte d'humanité dans le management tout en haut. C'est-à-dire qu'une entreprise familiale qui rentre en bourse, à un moment donné, c'est beaucoup plus compliqué de faire perdurer les valeurs familiales, parce qu'il y a une course au profit qui se crée. Ça, c'est mon expérience personnelle dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à votre expérience à vous. Mais en tout cas, à plus petite échelle, et quand on sort de ces entreprises qui sont cotées en bourse et qu'on est de nouveau sur des personnes qui ont soit gravi les échelons, soit qui ont fait grandir l'entreprise, soit qui l'ont vu grandir, on a quand même encore des dirigeants qui arrivent à faire vivre les valeurs. Alors bien sûr, plus une entreprise est grande, plus c'est compliqué. Quand l'entreprise elle est toute petite, que le dirigeant il vient juste de la créer, qu'il porte lui-même ses valeurs et qu'il les transmet directement à ses premiers salariés, bien sûr elles sont très très fortes et elles vivent. Et plus l'effectif va grandir, plus ça va se diluer et tout l'enjeu et toute la difficulté, ça va être d'infuser et de diffuser ces valeurs à travers l'organisation et de s'assurer que toutes les strates managériales qui vont se construire au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, elles soient capables de les porter. Et c'est un challenge, hein, c'est sûr. Hein. C'est vraiment un challenge et c'est pour ça qu'on parle de marque employeur aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est sur toutes ces problématiques de QVCT parce que ce n'est pas si évident que ça. On est dans le relationnel humain et on est heureusement pas encore remplacé complètement par des robots. Et donc, c'est aussi ce qui fait la complexité et en même temps l'intérêt de tout ça. C'est qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Mais oui, il y a des grandes entreprises où les valeurs finissent par se diluer. Et là, je propose qu'on poursuive les échanges autour d'un verre. Si jamais on a d'autres questions qui nous viennent dans la nuit ou dans la semaine, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, j'ai des cartes de visite là que je peux vous transmettre. Et donc, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail que je peux vous communiquer et sur mon site internet atelierlessentiel.fr. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir. Merci Nadia. Merci.